Alors la proposition russe de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international afin de le détruire a chamboulé la partie d'échecs que livraient les États-Unis et leurs alliés. Et alors que Washington menaçait le pays de frappes aériennes et que Barack Obama s'employait à convaincre le Congrès et l'opinion publique du bien fondé des frappes stratégiques en Syrie, la proposition de Vladimir Poutine ouvre la porte à une solution dite diplomatique qui sera discutée aujourd'hui à Genève entre Sergei Lavrov et l'Américain John Kerry. Alors Barack Obama a-t-il été un stratège ou un pantin dans cette affaire? La proposition russe peut-elle déboucher sur une résolution non militaire de la crise syrienne? Change-t-elle quelque chose à la situation sur le terrain? Et puis surtout, au fond, qu'est-ce qu'il en est réellement de ces armes chimiques dont Vladimir Poutine dit dans le New York Times, que l'on a pu lire cette nuit, qu'elles ont été utilisées, ces armes chimiques, par les rebelles pour provoquer une intervention? Spécialiste de toutes ces questions, au téléphone, Bruno Tertré. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférence à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez notamment été le directeur de la commission des affaires civiles à l'Assemblée de l'OTAN de 90 à 93. Et puis aussi, vous avez été chargé de mission auprès du directeur des affaires stratégiques du ministère de la Défense et visiting fellow à la Rand Corporation. Autant dire que, Bruno Tertré, vous êtes un spécialiste de toutes ces questions. Et la première question que je voudrais vous poser tout de même, c'est notamment ce qu'on pouvait lire dans Le Monde hier, c'est que ces armes chimiques-là, si on les condamne violemment, pour les déplacer, les interdire, les contenir, c'est tout de même extrêmement compliqué. Expliquez-nous pourquoi. C'est pour le moins compliqué. D'ailleurs, personne n'a jamais réalisé une opération de neutralisation et d'évacuation d'un arsenal chimique de cette taille. C'est l'un des plus importants au monde aujourd'hui. En tout cas depuis que les stocks américains et russes ont été détruits. Imaginez que l'on puisse sécuriser et évacuer ces stocks dans un pays en guerre me semble pour le moins extraordinairement compliqué. Et je vois mal comment le plan russe, dont l'intention est louable, pourrait être effectivement appliqué dans un délai de quelques semaines. Ces armes chimiques, elles ont été fabriquées comment et par qui? Les pays étrangers, les pays européens ne sont pas tout à fait étrangers à la fabrication de ces armes. Attendez, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le fait que peut-être que certaines firmes chimiques ou pharmaceutiques européennes aient un petit peu, sans le savoir, contribué en vendant à la Syrie certains produits chimiques à la constitution de ces arsenals, avec l'assistance délibérée donnée d'abord par l'Égypte, puis par la Russie surtout à la Syrie, de manière tout à fait claire. À la constitution de cet arsenal chimique. Donc le premier responsable de la constitution sur le plan technique, en tout cas de la constitution de l'arsenal chimique syrien, c'est la Russie. Alors comment, cela dit, les choses pourraient se passer sur la question, encore une fois, technique? Ces armes chimiques, est-ce qu'on sait exactement, au fond, où est-ce qu'elles sont entreposées? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, elles sont à la fois une sorte de marchandage diplomatique, d'enjeux de lecture du conflit différents, hein. Encore une fois, je rappelle que, notamment, la réaction américaine très forte à partir du 21 août, aujourd'hui, est en quelque sorte non pas démentie, mais on en change l'interprétation par la bouche même de Poutine, qui dit que ce sont les rebelles qui l'ont utilisé. Comment expliquer, encore une fois, cet enjeu aujourd'hui nouveau de l'arme chimique, qui tantôt est une ligne rouge, et tantôt une ligne rouge qui s'éclaircit tout de même, qui vire au rose pâle? Oui, vous demandiez tout à l'heure si le président Obama avait été un stratège ou s'il avait été doublé d'une certaine manière par Vladimir Poutine. Je crois qu'Obama a été un tacticien, mais pas un stratège. Autrement dit, que lorsque la fameuse ligne rouge a été tracée l'année dernière, c'était de manière assez imprudente, car cela a permis à Bachar al-Assad de tester précisément la résolution des pays occidentaux, et notamment les États-Unis, en employant d'abord à très faible niveau, probablement avec des agents mélangés, en tout cas de moindre
toxicité l'arme chimique, et puis progressivement en escaladant jusqu'au 21 août, où là, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est très clair pour toute personne de bonne foi, c'est que le régime a utilisé massivement des agents létaux, c'est-à-dire mortels, à très grande échelle, mais est-ce que ça a été vraiment approuvé directement par Bachar el-Assad? Est-ce qu'ils avaient prévu qu'il y aurait plusieurs centaines de morts? Tout ça n'est pas encore très clair. Mais ce qui est sûr, c'est que la diplomatie américaine et M. Obama, en premier lieu, n'ont pas brillé par leur qualité de stratège depuis un an sur cette question. Mais alors, quel intérêt, cela dit, du coup, aujourd'hui, Vladimir Poutine a-t-il de dire que, selon lui, ce sont plutôt des rebelles qui l'ont utilisé, cette arme chimique? Oui, on n'y comprend plus rien, parce que, objectivement, on n'y comprend plus grand-chose. D'abord, c'était une ligne rouge infranchissable. Une fois franchie, Obama a dit on va frapper. Et puis, au fond, il y a soi-disant cette boutade de John Kerry qui dit, en fait, mais bon, si on arrive à contenir les armes chimiques syriennes, on n'interviendra pas. Mais enfin, cette boutade, soi-disant, ou cette phrase un peu légère qui lui a été reprochée, est reprise au mot par Vladimir Poutine, ce qui suspend les frappes et puis l'aval du Congrès. Et puis, cette nuit, dans la journée d'hier dans le New York Times, Poutine dit au fond ce sont les rebelles qui l'ont utilisé. C'est étrange. Oui, non, ça n'est pas du tout étrange, c'est tout à fait cohérent avec la position russe. En fait, la Russie a très bien joué sur le plan diplomatique, tout le monde en convient. C'est d'ailleurs la première fois que Moscou fait une proposition constructive sur l'affaire syrienne depuis 2 ans, alors que pour l'instant elle se contentait de bloquer toute action au Conseil de sécurité, y compris en apposant son veto. Mais comme la Russie a affirmé d'emblée que ce n'était probablement pas le régime qui avait utilisé ces armes, maintenant, d'une certaine manière, Moscou est coincé. Et la Russie est un peu obligée de maintenir cette position dans la mesure où elle souhaite obtenir l'accord plein et entier de la Syrie, pour la neutralisation du stock d'armes chimiques. Donc, je crois que cette position russe est d'une extraordinaire mauvaise foi. J'ai du mal à croire, ou alors c'est totalement paranoïaque, si vous voulez. C'est forcément l'un ou l'autre, mais d'une certaine manière, la Russie est obligée de la maintenir, ne serait-ce que pour s'assurer du soutien de la Syrie. Alors on dit que du coup, et nous verrons tout à l'heure avec Zaki Laïdi ce qu'il en est vraiment, mais pour l'instant il est du côté américain, mais on dit que du coup, tout de même, réellement, c'est contre toute attente la Russie qui est maître du jeu diplomatique sur cette question de révolution syrienne. Oui et non, parce que la France a rattrapé la balle de manière assez intelligente à mon sens, et le fait que Paris ait proposé immédiatement dès hier matin un projet de résolution des Nations Unies qui dise très bien, prenons la Russie au jeu, mais dans ce cas, faisons en sorte que le calendrier soit très clair et donnons une sorte, non pas d'ultimatum, mais de calendrier très précis à la Russie. Et dans ce cas, nous pourrions effectivement envisager de suspendre l'option militaire, qui est de fait suspendue aujourd'hui. Mais là où il y a un désaccord, bien sûr, c'est que les États-Unis et la France veulent maintenir l'épée de Damoclès, d'une certaine manière, des frappes ciblées au-dessus du régime de Damas. Et là, bien entendu, la Russie n'en veut absolument pas. Donc, contrairement à ce qu'on a un petit peu rapidement dit depuis 48 heures, personnellement, ma conviction, c'est que l'option militaire n'est absolument pas abandonnée. D'ailleurs, tout simplement parce que je vois mal comment le plan russe pourrait être appliqué rapidement. Alors ça, ce que vous dites là, Bruno Tertrais, on le prête dans les pensées de Barack Obama qui, dans son allocution avant-hier soir, s'est abstenu effectivement de donner des dates précises, ce qui lui est reproché par certains éditorialistes de la presse américaine et ce qui est loué par d'autres en disant au fond, effectivement, même s'il a l'air de faire une sorte de reculade, il ne la fait pas vraiment. Il se dit que le plan russe sera voué à l'échec et qu'alors il pourra frapper. Oui, enfin, je ne pense pas que M. Obama espère que le plan russe soit voué à l'échec. Je crois qu'honnêtement, tout le monde, à Paris ou à Washington, espère, même si la probabilité est faible, que cela marche, puisque personne n'a véritablement envie, par principe, de procéder à ces frappes sur la Syrie. Le risque, c'est tout de même que la lisibilité des politiques occidentales dans ce domaine, aux États-Unis en premier lieu, mais peut-être aussi en France en second lieu, soit de moins en moins claire.
pour les opinions. Autrement dit, je crois que les opinions ne vont plus rien comprendre. Alors on frappe pas, on veut y aller, on veut pas y aller, et que du coup, la politique occidentale finisse par être encore moins favorablement vue par les opinions. Vous savez, tout ça me rappelle, une crise qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, qui s'est déroulée tout au long de l'année 1998. C'était cette fois à propos de l'Irak, où les États-Unis soupçonnaient l'Irak d'avoir repris ou maintenu certaines activités dans le domaine des armes chimiques. Il y avait eu une mission de l'ONU, il y avait eu les débats à New York, bien entendu, menaces de frappe, suspendues, retour des inspecteurs de l'ONU, départ, et finalement 3 jours de frappe intense contre l'Irak en décembre 1998. Quelque chose me dit qu'on pourrait être parti pour un scénario de ce type. La grande différence étant, bien sûr, d'abord que ces armes ont été utilisées et ensuite que la Syrie est évidemment un pays en guerre. Mais est-ce que vous pensez, notamment sur Slate.fr, le journaliste Colin Lynch explique au fond qu'avec ce que d'aucuns considèrent comme des tergiversements entre les politiques américaines et européennes, que le risque, au fond, c'est que l'Occident risque finalement de relégitimer Bachar el-Assad. Oui, c'est tout le problème, et c'est un peu le dilemme dans lequel se sont enfermés contre leur gré les diplomaties occidentales. C'est que, en acceptant de donner la priorité à l'arme chimique, d'une certaine manière, on accorde un sursis au régime de Bachar el-Assad, puisque on ne peut pas à la fois dire, en tout cas, il est très difficile de dire à la fois Bachar el-Assad doit partir le plus vite possible, et de dire nous avons besoin de Bachar el-Assad pour la sécurisation de cet arsenal chimique. Et c'est un petit peu le piège, là, pour le coup, tendu de manière très réussie par la Russie, puisque la priorité à l'arsenal chimique empêche d'une certaine manière à continuer, voire renforcer une politique de soutien armé à la rébellion, aux rebelles modérés. Et là, c'est un véritable piège, d'une certaine manière. Mais, pardonnez la question et la naïveté de la question, dans ce qu'on pourrait appeler l'art de la guerre, après tout, Barack Obama, lui, a fait référence aux lois de la guerre, en disant que l'utilisation des armes chimiques était fermement condamnée, interdite, et que si on les enfreignait, il ne fallait donc pas s'étonner qu'il y ait des représailles ou des frappes. Mais enfin, dans ce fameux art de la guerre, entre guillemets, comment fait-on les 2 poids 2 mesures après tout? Les armes chimiques sont-elles plus terribles depuis le 21 août, leur utilisation le 21 août, supposée donc par le régime de Bachar el-Assad, que ce qui est déjà constaté, à savoir plus de 100 000 morts causés par cette guerre, ce qui au départ était une révolution, ce qui est une révolution? Oui. Écoutez, non, d'abord, au départ, c'était une protestation pacifique contre le régime. C'est devenu ensuite une rébellion armée et maintenant une guerre civile sanglante. Mais vous avez raison, en termes de bilan sur le nombre de morts, simplement, évidemment, l'arme chimique ne représente vraiment pas grand-chose. J'allais dire, malheureusement, une goutte de sang dans une mare de sang. Dans un lac, mais la raison pour laquelle les pays occidentaux insistent autant sur ce tabou de l'arme chimique, elle est très simple. C'est le fait que l'arme chimique n'a quasiment pas de valeur militaire. Sa seule utilisation possible, c'est de massacrer et de terroriser. À partir de ce moment-là, effectivement, il s'est développé une norme concrétisée par la Convention d'interdiction des armes chimiques de 1993, qui faisait suite à l'interdiction d'un autre type d'arme tout aussi épouvantable et sans véritable utilisation militaire, qui est l'arme biologique. Et j'allais dire que l'enjeu va bien au-delà de la Syrie. Il s'agit de dire la justification de l'intervention, et personnellement, moi je suis tout à fait partisan de cette intervention, si on n'arrive pas à sécuriser et à transférer l'arsenal syrien, c'est de dire si on autorise ou si on laisse faire un tel massacre à l'arme chimique aujourd'hui, demain ça sera le biologique, après-demain un autre pays utilisera peut-être contre sa propre population aussi de telles armes. Voilà, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas limiter toutes les guerres, interdire toutes les armes, qu'il ne faut pas essayer de limiter
de limiter certains types de moyens. C'est la régulation de la guerre, c'est une tradition qui remonte à Saint-Augustin. Et qu'est-ce qui est plus grave, Bruno Tertré, au fond? C'est d'utiliser l'arme chimique interdite par les lois de la guerre, ou ce serait d'enfreindre le veto, le nom de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU et de frapper quand même? Très sincèrement, pour moi, la réponse est absolument claire. Il faut se souvenir de pourquoi ces instruments de sécurité internationale existent. C'est pour protéger les États et leurs populations. À partir de ce moment-là, de sacraliser l'existence du droit de veto au Conseil de sécurité et de laisser les peuples, en l'espèce le peuple syrien, otages de la décision prise par les oligarchies russes et chinoises, pour moi, très franchement, le choix est clair. Le problème, c'est que, évidemment, ces règles internationales et cette question du droit de veto n'ont pas été construites pour rien. Mais aujourd'hui, le système est bloqué. La question est de savoir si la légalité internationale doit évoluer, s'il y a d'autres sources de légitimité que la stricte application de la charte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi les principes de droit, et je crois qu'ils existent, qui vont au-delà, en tout cas qui complètent la charte des Nations Unies? Voilà les débats que nous avons aujourd'hui. Le fait est, vous savez, depuis 20 ans, l'accord des membres permanents du Conseil de sécurité, le consensus à l'ONU, c'est plutôt l'exception que la règle. Il ne faut pas se voiler la face. Et on n'a pas construit un nouvel ordre international en 1990. Et malheureusement, je crois qu'on retourne tout simplement, on revient tout simplement au jeu de puissance traditionnel. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait en Syrie? On a le choix entre ne rien faire ou essayer de faire quelque chose. Oui, ou alors au moins ne rien dire si on ne veut ne rien faire. Oui, vous pouvez dire ça aussi, bien sûr. Merci Bruno Tertré. Nous allons d'ailleurs donner la coulisse aux auditeurs. Nous avions pensé vous faire intervenir tout à l'heure dans l'émission, mais Zaki Laïdi ne s'étant pas levé, vous avez pris au pied levé, et je vous en remercie au téléphone. La première partie de cette émission, deux petits mots de conclusion. Vous voyez tout de même les négociations se passer comment, là, concrètement, à Genève? Vous qui connaissez la coulisse de ce genre de rencontre entre, là, aujourd'hui, John Kerry et Lavrov. Qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce qui va se dire, surtout, je dirais presque hors micro officiel? Comment on négocie des choses comme ça? Oui, il y a deux choses distinctes qui se négocient. D'abord, les modalités concrètes d'application du plan russe. Comment est-ce qu'on identifie, qu'on sécurise et qu'on évacue les armes? Qui va aller sur le terrain, après tout, qui va prendre le risque d'aller sur le terrain? Et d'autre part, c'est une négociation très différente, et ce n'est peut-être pas l'objet de la réunion, en tout cas sur le plan technique, qui se tiendra entre les équipes de la diplomatie américaine et russe aujourd'hui. C'est comment fait-on pour s'accorder sur un texte à l'ONU qui contraigne le régime syrien à donner des gestes tangibles très rapidement de sa bonne foi dans ce domaine. Ce sont deux débats séparés, un débat très technique et très qui devra comprendre des détails très précis, et puis un débat très politique sur peut-on s'accorder sur un texte commun qui prévoit éventuellement un calendrier, mais sans coercition militaire, puisque la Russie ne veut pas, en tout cas à ce stade, de menace d'action militaire si le plan échoue. 8h17, la chronique de Brice Couturier. Bonjour Marc. Décidément, beaucoup d'eau semble avoir coulé sous le Potomac depuis la fin de la guerre froide. Vous vous souvenez certainement, Zaki Laïdi, du livre de Richard Haas, The Reluctant Sheriff, le shérif à contre-cœur, publié en 1997. L'auteur, devenu depuis directeur du prestigieux think tank Council on Foreign Relations, tentait de fixer un cadre à l'action internationale des États-Unis dans un monde rendu imprévisible et potentiellement chaotique après l'effondrement de l'Union soviétique et donc du monde bipolaire de la guerre froide. Il appelait les États-Unis à intervenir dans les conflits afin de préserver la stabilité. Mais il appelait à le faire à la manière des shérifs de l'Ouest ancien, de préférence sur la base d'une assignation, d'un mandat d'amener signé par un juge. Il recommandait aux shérifs américains de recruter chaque fois que c'était possible un détachement parmi les honnêtes citoyens prêts à lui prêter main forte.
Le mandat le plus légitime pour intervenir dans les affaires du monde, plaidait Richard Haas, c'était une résolution en bonne et due forme du Conseil de sécurité. Dans l'impossibilité de l'obtenir, Washington pouvait se contenter d'une demande des autorités régionales, telles que l'OTAN par exemple. Aujourd'hui, le shérif Obama semble plus reluctant, rechignant que jamais. Et Vladimir Poutine, dans sa lettre aux Américains de ce matin, l'encourage vivement à rester chez lui. Obama s'est précipité sur le coup de bluff de Poutine pour remettre à plus tard la punition d'Assad. Pourtant, la proposition russe semble essentiellement destinée à gagner du temps en faveur de son protégé. On estime en effet à 10 ans le délai nécessaire à la recension, à la localisation et à la destruction de l'arsenal chimique du régime syrien, le temps de tuer beaucoup de civils innocents. Quoi qu'il en soit, tout cela n'est guère élégant envers l'allié français, lâché en pleine campagne. François Hollande, déjà humilié d'avoir à attendre le feu vert du Congrès américain, se retrouve tout seul sur le sentier de la guerre. Nos dirigeants, qui auront retenu la leçon, se garderont à l'avenir de courir au secours des États-Unis afin de leur proposer notre soutien militaire. En attendant, sur le terrain en Syrie, des dizaines de milliers de civils, victimes de cette guerre de religion atroce, continueront de mourir sous les bombes. Laurent Fabius a eu raison de distinguer la perche qu'il faut saisir du piège dans lequel il ne faut pas tomber. Souhaitons que Barack Obama sache faire cette même distinction, car on peut fort bien imaginer un scénario à l'irakienne. Souvenons-nous de la façon dont Saddam Hussein a baladé les inspecteurs de l'ONU pendant des mois, jouant ainsi au chat et à la souris avec la communauté internationale. C'est pourquoi la proposition de résolution française à l'ONU était juste. En menaçant Damas de représailles militaires s'il continue à jouer ce jeu dangereux, elle aurait permis de tester les intentions réelles du régime syrien. Si Obama se sert de la proposition russe pour renoncer à toute punition d'Assad, il aura fait passer au Moyen-Orient et ailleurs un message dangereux. Les États-Unis, obsédés par leur face-à-face avec la Chine et traumatisés par leurs échecs en Irak et en Afghanistan, se désintéressent du Moyen-Orient et ils peuvent éventuellement tolérer l'utilisation d'armes non conventionnelles. Comme l'écrit Robert Kagan, vous n'aimez plus le shérif américain ? Alors préparez-vous à vivre dans un monde qui va ressembler vraiment au Far West, sans foi ni loi, et à la merci du plus fort ou du plus violent. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Alors Zaki Laïdi, commentaire, observation. Tout d'abord, on se trouve dans une situation effroyablement complexe, donc une complexité qui bien évidemment tient à la complexité du terrain syrien, qui a en l'occurrence rien à voir avec par exemple le terrain libyen, mais on a affaire à aussi la formidable irrésolution politique d'un chef d'État, en l'occurrence du chef d'État américain, qui dans cette affaire est d'ailleurs victime à la fois de son imprudence et de sa prudence. Il est victime de son excessive prudence, puisqu'au fond, lorsque vous essayez de revoir la manière dont il a réagi à la crise syrienne depuis le début, dont je rappelle qu'elle a commencé en même temps que la révolution libyenne, bien, la première étape a été de penser que le régime Assad ne tomberait pas. Ensuite, qu'il finirait par tomber tout seul en suivant la vague des autres régimes arabes. Quand cette situation ne s'est pas produite, il a fortement pensé que l'engagement des pays arabes et de la Turquie dans la région l'aiderait à partir. Et puis, quand tout ça n'est pas arrivé, c'est-à-dire au mois d'août 2012, alors, il parle, pour la première fois d'ailleurs sans consultation, avec sa propre équipe, de la fameuse ligne rouge qui concerne les armes chimiques. Alors je vous propose, j'allais dire images à l'appui, son à l'appui, de faire très rapidement un petit décompte des déclarations qui illustrent ce que vous venez de dire. Août 2012, vous venez de le dire, écoutez donc, Barack Obama faisait de l'usage d'armes chimiques en Syrie une ligne rouge à ne pas franchir sous peine de punition. Nous avons été très clairs avec le régime Assad, mais aussi avec les autres forces en présence sur le terrain, sur le fait que la ligne rouge pour nous serait franchie si nous commencions à voir des quantités d'armes chimiques déplacées ou utilisées. Cela changerait évidemment mon calcul et mon équation. Le 4 décembre, quelques mois plus tard, 4 décembre 2012, le discours se durcissait et le régime Assad était clairement mis en garde. Aujourd'hui, je veux être très clair sur Assad et ce qu'il commande. Le monde vous regarde. L'usage d'armes chimiques est et sera totalement inacceptable.
Si vous faites l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en serez tenu pour responsable. Le 31 août, il y a donc quelques jours, nous sommes après le 21 août et la fameuse utilisation des armes chimiques, Barack Obama annonçait une série d'attaques ciblées contre la Syrie, mais demandait l'autorisation préalable du Congrès. Après une délibération sérieuse, j'ai décidé que les États-Unis devaient mener une action militaire contre des cibles du régime syrien. Nous n'enverrons pas de soldats sur le terrain. Notre action sera limitée dans le temps et elle sera ciblée. J'ai pris une deuxième décision. Je vais demander l'autorisation d'utiliser la force aux représentants du peuple américain, les membres du Congrès. Et il y a 2 jours, depuis la Maison-Blanche, le ton était du coup beaucoup moins martial. Le régime de Bachar al-Assad a admis qu'il possédait ces armes. Il a même dit qu'il rejoindrait la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il est trop tôt pour dire si cette offre aboutira et tout accord doit prévoir des vérifications permettant de garantir que le régime Assad respecte ses engagements. Mais cette initiative est potentiellement de nature à dissiper la menace des armes chimiques, sans qu'il y ait recours à la force. C'est pour ça que j'ai demandé au Congrès de reporter le vote pendant que nous poursuivons sur cette voie diplomatique. Voilà. Alors, tout d'abord, si on revient à la fameuse ligne rouge, on peut l'interpréter en disant, bah voilà, il a cette fois déterminé la limite à ne pas franchir. Mais il y a une autre interprétation de la ligne rouge qui consiste à dire que tant que vous n'utilisez pas les armes chimiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, en gros, mener la lutte, massacrer et finalement peut-être prendre le dessus. Ce qui s'est passé après les fameuses lignes rouges, c'est qu'on a très vite constaté que le régime syrien utilisait des armes chimiques. Qu'est-ce que font les Américains ? Ils vont au Conseil de sécurité avec un rapport de plus de 1000 pages sur les armes chimiques et ils arrivent à la conclusion qu'il faut quand même introduire un distinguo subtil entre des armes chimiques à proprement parler et l'utilisation de composants chimiques dans des armes conventionnelles. Et la conclusion étant, il y a peut-être des composants chimiques utilisés, mais on n'a pas la certitude qu'il s'agit d'armes véritablement chimiques. Et en réalité, toute la politique d'Obama est une politique de recul, de faux semblants, dont la dernière expression avait été le lancement de cette conférence de Genève 2, qui à ce jour n'a même pas pu se réunir. Bon, et arrive à ce moment-là le 19 août. Et là, en réalité, Obama est pris de court parce que, je dirais, la preuve du forfait est absolument avérée et qu'il se trouve contraint d'agir. Là, il commence... Alors même si Poutine, dans le New York Times de cette nuit, dit lui que non, les armes chimiques ont été utilisées par les rebelles. Oui, mais tout le monde, et là c'est très différent de l'Irak, histoire de simplifier encore les choses. On a des services, notamment français, qui ont établi d'ailleurs bien avant que ces armes avaient été clairement utilisées par le régime. Là, il décide d'agir, mais d'agir à reculons, avec, il faut bien le dire, une armée américaine fortement hostile à toute idée d'intervention. Et là, je voudrais d'ailleurs, contre une idée dominante qui consiste à voir dans tout ça une affaire d'isolationnisme, moi, je ne suis pas du tout sûr de cela. L'armée américaine n'est pas, de ce point de vue-là, isolationniste. Elle a simplement une priorité absolue, qui est la Chine, et tout ce qui la divertira de la Chine et qu'on doit être soit sous-traité, soit pas traité, soit maltraité. Et c'est ce à quoi on assiste. Pourtant, malgré cette conjoncture, il a quand même 2 formidables atouts après le 21. Le premier, c'est que le Congrès n'est pas en session et que la mobilisation potentielle contre ces choix ne s'est pas encore effectuée, il n'y a pas eu de cristallisation. C'est pas organisé, quoi. Deuxièmement, il faut quand même dire qu'il a
je dirais, la Constitution avec lui, puisque le War Powers Act ne l'obligeait absolument pas à demander l'avis du Congrès, mais à le notifier, quitte à avoir son soutien au bout de 90 jours. Donc, on a une opinion d'ailleurs qui, au tout début, doute, mais là encore, la mobilisation ne s'est pas organisée. Le fait aggravant est qu'il va pousser Cameron à faire voter son Parlement très très vite, alors que certains membres sont en vacances et que certains membres du cabinet Cameron n'ont pas pu venir et n'ont donc pas pris part au vote, avant, bien évidemment, de se rétracter en se disant « les Anglais n'y vont pas, les militaires sont contre ». Le Congrès, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop pour. L'opinion n'est pas forcément favorable. Et je crois que l'on découvrira, c'est peut-être tragique à dire, qu'en réalité, Barack Obama a pris peur. Alors que pourtant, il avait le soutien de la France et que des frappes américano-françaises auraient pu avoir leur effet. Du coup, nous assistons alors à des réactions qui sont absolument invraisemblables, puisqu'on entend M. Kerry, qui pourtant était un de ceux qui ont le plus poussé en faveur de la guerre, dire qu'on va frapper, mais les frappes vont être incroyablement petites. Incredibly small. Unbelievably small, qui est quand même pas la meilleure façon de frapper ou de faire la guerre. C'est pas l'orthodoxie du langage diplomatique habituel en plus. Et vous voyez que l'on continue dans cette voie, puisque hier, M. Obama a dit « Oui, mais attendez, nous, quand on frappe, c'est pas des piqûres d'épingle. » Donc, ce que vous cherchez à corriger. Et vous lisez d'ailleurs son discours comme des contradictions, mais permanentes, entre, attention, on n'est pas les leaders du monde, on ne veut pas être les policiers du monde, mais depuis 70 ans, la sécurité du monde est entre nos mains. Donc, en gros, se livrer à un exercice quasi impossible, qui est celui de dire notre leadership est là, mais dans cette affaire, c'est très différent. Alors, je voudrais revenir quand même sur l'affaire russe. Parce que tout le monde dit, c'est une proposition russe. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça part d'une boutade même, a priori, d'une autre boutade de John Kerry, apparemment. Le processus est le suivant. Obama découvrant qu'il n'avait absolument aucune chance d'avoir avec lui la Chambre. Et d'une certaine manière, ça se comprend, si vous voulez. Quand vous avez quelqu'un qui n'a incapable de définir de vrais buts de guerre, incapable de définir une véritable stratégie, si vous voulez, que la personne soit pour ou contre, elle ne peut pas être rassérénée. Discours d'Obama. Bien. Voyant qu'il perd du terrain, il commence à chercher une porte de sortie. Et à Saint-Pétersbourg, où il avait initialement évidemment refusé de rencontrer en tête-à-tête M. Poutine, finalement, un entretien a lieu. Et au cours de cet entretien, est discuté, alors par les Russes et les Américains, à l'initiative des Russes ou à l'initiative des Américains, cette idée de contrôle des armes chimiques. Après Saint-Pétersbourg, M. Kerry va à Londres, et à la question « Est-ce que vous pensez que M. Assad peut faire quelque chose ?» il leur dit oui, rendre son armement chimique, et il ajoute « Mais il ne le fera pas. » Oui, ou je n'y crois pas. Et il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, voilà. Son staff immédiatement répond, mais de toute façon, c'était une figure rhétorique. Voilà. Ouais. Bon, donc les États-Unis se sont engagés dans un processus dont ils estiment qu'il ne peut, par définition, pas aboutir. Et je dirais que depuis, les choses se sont aggravées, parce que, Brice l'a rappelé, la France a proposé mardi un projet de résolution sous chapitre 7, c'est-à-dire un projet de résolution qui prévoit une intervention militaire en cas de non-respect. Immédiatement, bien évidemment, les Russes ont jugé cette résolution inacceptable, parce que c'est tout ce qu'ils veulent éviter depuis le début, mais vous constaterez
que les États-Unis ne sont pas venus à la rescousse des Français et n'ont pas voulu d'être les co-sponsors de la résolution française. Bien au contraire, ils envoient aujourd'hui M. Kerry à Genève rencontrer son homologue M. Lavrov, qui n'est qu'un leurre, puisqu'on sait très bien que la politique russe, elle n'est pas faite par le ministère des Affaires étrangères, mais par le FSB et par monsieur Poutine. Donc les Américains, en réalité, aujourd'hui, ne cherchent qu'un moyen honorable ou déshonorant de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis. Brice Couturier. Je voudrais citer un politologue syrien qui est interviewé par Le Monde d'hier soir, Yassine Al-Hajj Saleh, qui dit la chose suivante. « Depuis quand laisse-t-on un criminel libre s'il se contente de rendre l'arme du crime ?» C'est exactement ce que les Russes nous proposent. Si Assad, qui va mettre 10 ans à rendre ses armes chimiques, les rend, alors il devient intouchable. Moi, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que les USA, dont il faut se souvenir qu'ils sont devenus cette année les premiers producteurs de gaz au monde, que d'ici la fin d'année, les États-Unis seront autosuffisants sur le plan énergétique, que quand ils achètent encore un peu de pétrole, ils en achètent, c'est de préférence au Venezuela. Est-ce que les États-Unis ne sont pas tout simplement en train de se désengager du Moyen-Orient, où ils ont subi l'affaire irakienne et l'affaire libyenne aussi, parce que leur ambassadeur a été tué? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se dégager tout simplement du Moyen-Orient en disant « nous protégeons Israël, quant au reste, débrouillez-vous, entretuez-vous, nous ça ne nous intéresse pas ». Et est-ce que ce n'est pas à l'Europe? C'est un petit peu le sens du papier dont Marc parlait tout à l'heure, que vous avez publié, Zaki Laïdi, sur Telos. Est-ce que ce n'est pas à l'Europe, peut-être à la Chine aussi, qui sont, eux, largement dépendants des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, d'aller y rétablir un minimum de paix et de sécurité pour ces populations? Zaki Laïdi. En ce qui concerne le Moyen-Orient, bon, il est clair que la grande priorité stratégique des États-Unis, c'est maintenant la Chine. Et au fond, les Américains ne fonctionnent très bien que dans des schémas précisément schmittiens où il y a un ami et un ennemi. Ouais, et là, c'est absolument fondamental. Quand vous lisez la lettre du général Dempsey au représentant Engel le 19 août, c'est-à-dire 3 jours avant, il lui dit très clairement, on peut changer la dynamique sur le terrain, mais au fond, voilà, on n'est pas sûr des gens que l'on va soutenir et on n'est pas sûr que ces gens vont défendre nos intérêts. Ce qui n'est pas en soi d'ailleurs totalement faux, sauf que on voit bien quand même que plus on retarde le soutien aux rebelles non djihadistes, plus la force des djihadistes se renforce. Je vous cite juste en clair, vous dites, suite à cette lettre de Dempsey, en clair, les États-Unis ont les moyens de renverser le régime, mais ne sont pas sûrs d'être bénéficiaires de ce changement. Oui, absolument. La clé, et c'est une des clés, ça, pour vous, de cette diplomatie que l'on comprend mal de Barack Obama? Oui, mais il y a d'autres éléments. Il y a eu quand même le refus l'armée de libération syrienne à la demande de la CIA. Et puis, encore une fois, personne n'avait demandé à M. Obama de définir ses lignes rouges par rapport aux armes chimiques. Mais moi, je crois qu'il l'a fait pour, encore une fois, envoyer 2 messages. Le premier, c'est qu'il pensait fondamentalement que ce régime rationnel n'y aurait pas recours, et en se disant, bon, je place de toute façon la barre tellement haut que au moins je suis sûr que comme ça, je n'interviendrai jamais. Ouais. Et il se trouve piégé par des engagements, d'ailleurs, qu'il n'a non concertés. Parce que même la décision invraisemblable de faire appel au Congrès n'a donné lieu à aucune délibération au sein de son il a justifié au cours de son discours là, de la Maison-Blanche d'il y a 2 jours, en disant, après tout, il faut quand même, nous sommes une démocratie, il faut que je consulte, il faut que je sente qu'il y a un assentiment du peuple ou pas. Enfin, voilà. Il l'a dit. Hein. Oui, mais pourquoi 3 jours avant, lorsqu'il parle à la télévision, il dit le Congrès et consulter, ce qui était tout à fait vrai, puisque même s'il n'était pas en session, il y avait toute une série de conférences, de vidéoconférences qui étaient organisées avec les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Agnès Benassi-Carré. Oui, le monde vit une succession de crises et de conflits, et je voudrais un peu vous interroger sur les aspects intertemporels de cette crise. On dit beaucoup que Obama est victime de l'affaire irakienne, que l'opinion publique n'est pas du tout favorable à une intervention, pour 2 raisons. La première, c'est
nous a menti une première fois, peut-être pourquoi pas une deuxième fois. Et la deuxième raison, c'est maintenant, quand on intervient, on perd. Et donc ça, c'est l'aspect rétroviseur. Mais il y a un aspect prospectif aussi. Quel est l'impact d'une intervention, d'une non-intervention sur les conflits à venir et dans quelle mesure est-ce que ça intervient dans la décision? Avec en filigrane ce que l'on dit sur la question iranienne, de fait, la question États-Unis-Iran. Zaki Laïdi. La conséquence la plus fondamentale, c'est d'abord sur le terrain une situation plus difficile pour l'opposition. De toute façon, les conséquences, il faut les voir dans les réactions des acteurs. Il y en a qui sont contents, et il y en a qui sont franchement pas contents. Bon, donc localement, on sait très bien que des frappes auraient jouer en faveur du rapport de force. Bon, fondamentalement, le vrai problème, c'est celui de la crédibilité de la politique américaine. Je veux dire, un président qui découvre qu'il a un congrès, après avoir dit qu'il frappait, un président qui dit qu'il va frapper et qui dit que oui, mais attendez, il faut quand même privilégier l'option diplomatique, démontre dans cette affaire un manque total de savoir-faire, et je pense qu'on découvrira un jour qu'il a tout simplement pris peur. Oui. Car au fond, on voit maintenant qu'il va s'enliser dans ce processus diplomatique qui est à peu près qui conduira à l'échec, parce qu'effectivement, vous avez peut-être dû en parler, quand on regarde les obstacles phénoménaux au démantèlement des armes chimiques, je rappelle juste que vous avez un précédent qui est le précédent libyen. Le précédent libyen, qui a été fait avec l'accord total des autorités libyennes, qui effectivement étaient dans une situation difficile en 2004. Eh bien, savez-vous que ce programme qui a commencé en 2004 n'est aujourd'hui pas achevé, que à peine 40% des dépôts de gaz moutarde ont été, je dirais, désactivés. Bon, que sans paix, sans cesser-le-feu, c'est tout simplement impossible. C'est extrêmement dangereux, en plus. Extraordinairement dangereux. Que les sites de ces armes sont dispersés dans 49 endroits, dont les Américains n'ont connaissance que pour 17 d'entre eux, ce qui demande donc une identification avec l'aimable soutien des autorités légales et de ceux qui savent où tout sur tout, c'est-à-dire nos amis russes. Mais du coup, Zaki Laïdi, nous allons arriver au terme de cette émission. Est-ce qu'il faut en conclure, de façon plus générale, qu'on assiste à une sorte de dessillement, de désillusion sur ce personnage de Barack Obama? Ça avait commencé avec Yes We Can, et là c'est et le prix Nobel de la paix. Et le prix Nobel de la paix. Et puis, au deuxième mandat, quoi... Écoutez, on voit un mannequin, toujours, un nœud de cravate impeccable, tout ça, charmant, qui fait la photo, mais c'est pas grand-chose au final? Je ne dirais pas ça, mais enfin, comme vous savez que j'ai vous n'avez pas l'air d'être très enthousiaste. Oui, vous connaissez par cœur. Comme j'ai écrit, et que je ne pense pas avoir fait preuve d'un enthousiasme délirant contre une opinion dominante qui, en France, était absolument... confite d'amour. Confite d'amour. Donc, je ne suis pas extraordinairement surpris. Je crois, du coup, qu'il confirme qu'il est profondément un réaliste, et là aussi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Brice. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le coût que nous, par exemple Français, payons de son indécision, parce qu'au fond, il a cherché à nous pousser, mais... Oui, parce qu'en plus, pardon, il y a ironie de l'histoire, nous étions contre les Américains lors de l'affaire de l'Irak, et les Anglais étaient traités de caniche en suivant les Américains. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, mais qui se produit d'une manière terrible, parce que là, on est réellement, semble-t-il, presque piégé par l'Amérique. À ceci près que la position française avait été déterminée de manière autonome. Elle était d'ailleurs beaucoup plus allante, puisque nous avons reconnu officiellement l'opposition. Donc la politique syrienne de la France n'a pas été déterminée par la politique américaine. Simplement, lorsqu'il s'est agi d'agir sur le plan militaire, il est clair que nous ne pouvions pas le faire sans les Américains. Alors, une
Courte question et une courte réponse. Oui, je voudrais juste rappeler qu'en attendant, on parle de grande diplomatie entre les Russes, les Américains, les Français, les Anglais, en caniche peut-être, mais en attendant, 2 millions de Syriens ont dû fuir leur pays pour se réfugier dans des tentes. 2 millions de personnes vivent sous des tentes dans des conditions épouvantables. L'hiver approche dans des pays voisins, frontaliers comme la Turquie, la Jordanie, le Liban. 120 000 personnes, civiles, enfants, femmes, ont été massacrées. Combien de temps encore on va voir ces images sur nos écrans avant que quiconque bouge? S'il n'y a plus de shérif, alors donc on est livré à la merci des pires tyrannos locaux, c'est ça? Mais c'est là que Zaki Obama Laïdi est un réaliste au sens de ce qu'on appelle le réalisme dans les relations internationales, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte, ce sont les intérêts des États. Et dans la configuration actuelle, les États-Unis ne veulent pas s'engager. Je termine, si vous voulez, juste sur un point qui est, par exemple, la Libye. Dans l'affaire libyenne, où les Américains sont arrivés à vendre cette idée absolument extraordinaire du leading from behind, c'est-à-dire qu'on dirige par l'arrière. Mais c'est une idée profondément fausse. En Libye, les Américains n'ont absolument pas dirigé. Ce sont les Français et les Anglais qui ont laissé à l'initiative, et les Américains sont venus derrière pour renforcer l'opération. Mais ils y étaient tout à fait hostiles. Donc, pour savoir si les Européens peuvent agir, malheureusement, tout indique qu'on n'a toujours que ces deux pays, qui sont la France et la Grande-Bretagne, qui sont les seuls détenteurs de la force et qui pensent le monde en termes de rapport de force. Merci Zaki Laïdi de nous avoir rejoints.